L'été tire à sa fin et l'automne, saison tant attendue dans le monde agricole, fera son arrivée sous peu. Pour les producteurs bovins, la reproduction et les naissances sont la base de l'entreprise. Étienne se doit d'être attentionné et il est réellement à l'écoute de son troupeau. Alors ici, en été, il y a autour de 300 saillies qui doivent être effectuées. Le travail est confié on a à peu près 13-14 taureaux. On en met 2 ou 3 à la fois dans des groupes de 50-60 vaches. Et donc ici, on travaille avec les races de Angus, Hereford et Simmental. Les taureaux, voilà, ils sont gardés, font leur travail durant le mois d'août et septembre. Entre-temps, sont gardés entre eux l'été au pâturage. On vient les voir à l'occasion pour pas qu'ils soient trop sauvages. Je leur donne une petite gâterie d'avoine parce que les bovins, au poids que ça a, ben c'est pas nous qui décidons, c'est eux qui mènent et la meilleure façon de les mener, c'est par le ventre. Alors, je viens les voir une fois de temps en temps. Et puis, ben les taureaux, justement, en moyenne, un taureau va rester à peu près jusqu'à l'âge de 5 ans là, sur l'entreprise. Alors que certains se rendent plus vieux, d'autres ont des carrières plus courtes. On garde ça moins longtemps que des vaches, si on veut. Ça ne travaille pas longtemps dans l'année, mais quand même, c'est relativement intense. Et donc, ça prend des bêtes en forme. Puis, ça vieillit vite, on pourrait dire, un taureau. Là. Alors, voilà. Donc, des taureaux, ici, sur le nombre que nous avons, là, on en achète 3-4 par année pour renouveler le groupe de taureaux. Et vous avez, boys? Hein? Viens-tu? Hein? Viens. Viens-t'en, viens-t'en. Viens-t'en. Viens-vous-en, les gars. Hein? Oui, faites pas les peureux, là. Hein? Et puis, tout récemment, j'ai eu un couple de jumeaux. Et la nature étant ce qu'elle est, une vache est faite pour s'occuper d'un veau. Et nous, vu que ça se passe au champ, en général, ce qui va arriver, c'est qu'une vache va s'occuper que d'un veau. Soit qu'elle en abandonne un carrément, ou des fois, il y en a un, finalement, il n'est pas aussi rapide que l'autre. Et c'est celui qui va coller le plus à la mère qui va suivre, puis il y en a un autre, finalement, qui se trouve à être abandonné. C'est pas la fin du monde, nous autres, on est là, on corrige, on aide la nature. Alors, dans le fond, j'ai l'orphelin, si on veut. Je le garde à l'étable pour le moment, en espérant peut-être pouvoir faire une adoption si j'ai une vache qui devait perdre son veau à la naissance ou d'un jour qui devait suivre. Mais à ce moment-là, j'ai ce jeune orphelin-là qui va pouvoir remplacer. Vous réussissez à faire adopter à des vaches différentes un veau? Il y a sûrement avoir du travail. Il y a différents trucs là, pour faire des adoptions. C'est pas facile parce que ça marche à l'odeur. On peut y aller, on peut travailler, user de patience et de ruse avec, si on veut, en mettant mélasse, minéraux sur le dos du veau, puis que la vache vienne qu'à le lécher, puis à coller son odeur, tout ça. Et il y a ici à la ferme, on en fait des adoptions, on en fait beaucoup quand même. Là, au printemps, vu qu'on condense les vélages, on a quand même plusieurs belles possibilités. On peut des fois revendre des vaches plus vieilles. On fait des jumelages forcés, si on veut. Et une belle façon de le faire, qui est un petit peu plus crue cependant, c'est d'utiliser, si on a bel et bien un décès d'un veau, c'est d'utiliser la peau du veau décédé. On plume le veau décédé, on habille comme ça le veau avec lequel on souhaite adopter. C'est pas une légende urbaine, ça se fait. Ça fonctionne très, très bien. Ça, c'est une méthode en général, on est capable de réussir l'adoption à peu près en 24 heures, alors que si on prend une méthode plus douce, moins charnière, bien à ce moment-là, c'est des questions de plusieurs jours, puis c'est un petit peu tannant dans ce temps-là. La phase lactée, si on veut, là où on a de la viande qui se produit grâce à la production de lait de la mère, c'est la production là, où c'est là où c'est le plus intéressant financièrement, si on veut. La vache travaille, c'est elle qui travaille, elle fait le travail, puis en bout de ligne, ces kilos de viande-là qui sont produits sous la mer, c'est ce qui est le plus économique dans toute la chaîne de production. Puis c'est-tu profitable? Ça va être un bon gain de poids? Oui, c'est là. C'est la partie où on produit le plus de... Quand je dis que c'est le plus intéressant aussi, c'est la partie la plus profitable. C'est là où la conversion alimentaire est à son meilleur. Plus l'animal est jeune, et ça c'est dans tout le règne animal, plus il est jeune, plus il convertit
Alors, dans le fond, le lait, c'est quand même on pourrait dire, oui, c'est un aliment qui coûte quand même cher à produire, mais en somme toute, quand même, vu que l'animal qu'il consomme est jeune, c'est là qu'il le transforme, c'est là où la conversion alimentaire est à son meilleur, donc le retour est bon. Fait que là, quel âge que ce veau-là a? C'est un veau qui a une semaine. Ah, tabarouette. Puis, comme je disais, issu d'un couple de jumeaux, comme je dis, la maman, disons, comme ça se passe au champ, c'est difficile, là, je peux pas forcer les choses, puis la maman s'en occupait juste d'un. En fait, c'est pas que... Des fois, elle repousse carrément un des deux, mais il y a des fois, comme je disais, elle s'occupe du plus vigoureux, puis des fois, ça arrive. Une vache ne peut pas se faire en deux, puis ces bébés-là, ben, au champ, des fois, il y en a un qui prend un bord, l'autre qui prend l'autre. Fait que elle en suit rien qu'un, puis l'attachement se fait juste à un. C'est aussi bien, ben, aussi, c'est dur sur une vache faire alimenter 2 veaux tout l'été, là. C'est exigeant, puis dans le fond, elle va finir amaigrie. Ouais. Je suis mieux de souhaiter y trouver. Là, ben, là la période de vêlage n'est pas terminée. Ça arrive des décès. On est là. Hein, le veau on peut avoir des morts-nés ou des morts d'un premier jour. Fait que là, je vais m'en servir comme, pour faire une adoption. Puis si jamais, dans 3 semaines, les naissances, ça va être terminé. Si d'ici là, j'aurais pas eu de potentiel de faire trouver une mère, bien, à ce moment-là, on va le vendre. Là, on va le vendre dans la grande industrie. Ça vaut pas la peine de l'engraisser. De l'engraisser, tout ça. C'est bien joli, là, mais d'un, ça demande du temps, ce qu'on n'a pas tant. Puis, l'autre chose, ça ne sera pas payant. Ça va être plus intéressant au net. Ça va être plus intéressant de la vendre à l'encan, puis ça va faire un veau de grain. Un bout de ligne endressé au début au lait et ensuite au grain. Oui, parce que même, il y a du temps, mais il y a des coûts aussi. Le lait en poudre, oui, exact. C'est ça. Dispendieux aussi. Le lait que j'achète en poudre comme ça, ben oui, je disais que ça revient moins cher que du lait entier, mais n'empêche que ça me revient plus cher qu'un producteur un vrai producteur de veau de lait qui achète ça à tonne. Puis, ça vient encore plus dispendieux que celui de la mer dans le champ. Hein? Oui, c'est ça. Fait que là, lui, il va être ici pendant combien de temps? Mettons que tu ne réussis pas à le faire adopter. Il m'en reste pour 3 semaines là, des naissances. J'ai souhaite d'avoir d'avoir une maman avant ça. Le temps est long tout seul. Fait que c'est vraiment un orphelin en recherche d'une maman. Oui. Là, on ne l'entendra pas sur commande, mais depuis tantôt, on entend des vaches qui font des sons différents, puis différents de ce qu'on est habitué d'entendre. Est-ce qu'ils appellent leur veau? Oui, bien les vaches, ça, nous autres, ça a l'air niaiseux. On s'y reconnaît à un moment donné. Nous, dépendamment des tâches qu'on a à faire, des fois, on se rend compte aussi, quand les vaches ont leur bébé, si on vient les déranger, bien, c'est pas les mêmes sons qu'une vache qui appelle son bébé au loin, assez proche, c'est pas pareil. Puis, ce qui est bien comique, c'est comme je disais, en hiver, quand les vaches n'ont pas de veau, ils se disent pas un mot de l'hiver pratiquement. Ah, pratiquement pas? Pas un mot. Pas un mot. Alors qu'en été, quand ils ont leur rejeton, ben là, on s'en rend compte. Ça jase plus au champ, ça bug pour différentes raisons. Le bébé n'est pas toujours au proche, ça le cherche. Tu sais, on voit le paysage, là, on est en pleine nature, là. Prédation? On est chanceux ici, j'ai pas de problème de prédation. Vraiment, on a déjà eu des coyotes qui venaient un petit peu déranger. Mais c'est quelque chose, on va se dire, c'est une chance, on se croise les doigts, parce que c'est pas nécessairement parce qu'on est au lac Saint-Jean qu'on est plus assujetti à ça. J'ai vu des gens dans l'Anaudière, problème de coyotes aussi, qui pouvaient s'attaquer à des très jeunes veaux. Je dirais, à partir de 3-4 jours, là, un veau, ça court pas mal. Quand même, les prédateurs, ça aurait bien de la difficulté à s'attaquer à ça.
Et, Les vaches doivent quand même être assez protectrices aussi. aussi, quand l'animal est plus jeune, les vaches peuvent s'occuper de leur bébé. Puis entre elles aussi, les vaches peuvent être quelques-unes. On a déjà vécu un épisode de quelques coyotes qui s'aventuraient durant la nuit, durant la période de naissance. Puis je vous dire que toutes les mères s'y mettaient là, à protéger les rejetons puis à faire fuir les prédateurs. Puis c'est une chance parce qu'il s'agit des fois, par contre, qu'il y a des prédateurs qui aient pris goût à ça puis qui sont ancrés dans leurs habitudes pour que ça puisse devenir un problème. On dit ça. Il y a aussi des fois, ça s'est déjà vu des problèmes de corneilles aussi qui viennent des fois blesser à la naissance, qui viennent blesser des veaux. On est chanceux. Là, j'en ai pas, j'ai pas ce tracas-là, mais ça peut se vivre des fois. Fait qu'il y a quand même pas mal de choses à surveiller. Oui, plusieurs petits éléments. Si on veut travailler avec la nature, c'est beau, mais plusieurs éléments à surveiller. C'est pas juste, tu sais, on passe, on voit la route. Là, quand on passe sur la route, on voit les vaches. Ah, c'est beau, c'est donc bien facile. On met ça dans le champ, puis après ça, on s'assit dans notre parterre, puis on attend à l'automne. Ben ouais, comme on dit. Je pense que c'est pas ça. Hein? C'est ça. Le diable est dans les détails. Il y a une différence, je dis souvent, entre l'occupation de territoire et faire de l'agriculture pour en vivre. Pour réussir à dégager des marges, il faut voir un ensemble de détails, je dirais. Là, parce que les marges, en agriculture, les marges sont minces et je dirais des fois, c'est les derniers petits efforts qui font la différence, là, qui fait qu'il en reste ou qu'il en reste pas. Bonjour Gilles. Bonjour François. Aujourd'hui, tu veux nous parler d'un sujet qui peut paraître moderne, mais qui a quand même une connotation assez historique, qui est l'autonomie alimentaire. Absolument. L'agriculture, c'est un sujet qui est toujours à la mode, qui est d'actualité, puis il va le demeurer encore d'actualité. Je pense que ça va être intéressant de regarder qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui va se faire, puis quel sera notre avenir à ce niveau-là. Il n'y a pas encore si longtemps, l'autonomie alimentaire était une façon de vivre, même de survivre. Nos ancêtres visaient l'entraide dans leur communauté pour nourrir leur famille et l'agriculture fournissait en grande partie les produits nécessaires à l'alimentation. Tu sais, François, quand les efforts de colonisation du lac Saint-Jean ont débuté, vers 1840, de nombreuses publicités vantaient la richesse des sols. Il y avait de la publicité dans ce temps-là. Elles démontraient la facilité de la vie de colons afin d'attirer des agriculteurs à qui on promettait des récoltes abondantes, naturelles. La réalité était un petit peu plus rude que ce qu'on véhiculait. D'un point de vue historique, un bon exemple d'autosuffisance alimentaire, mais aussi dans à peu près tous les domaines, est celui du village des Pères. Il a été établi par des moines à la fin du 19e siècle, dans un lieu encore inhabité à l'époque, et qu'on connaît aujourd'hui comme la ville de Dolbeau-Mistassini. Ça a bien changé. Le petit village des Pères Trappistes a su attirer suffisamment de colons en leur offrant emploi et vivres. Ils pouvaient subvenir aux besoins de ses habitants, et ça de façon autonome. C'est le 10 novembre 1892 que 3 moines cisterciens ont débarqué à Mistassini sur les 20 arpents de terre défrichés qu'on avait achetés du colon François Godreau pour la somme de 500 $, ce qui était beaucoup à l'époque. Le petit campement rudimentaire qu'on y trouvait a servi au début à les abriter avant de lancer le chantier du monastère, et ce, à l'hiver 1893. Les premiers colons du village vivaient complètement à l'écart du monde extérieur. Tout était à bâtir, chacun cultivait sa terre pour subvenir aux besoins de sa famille, en plus de participer, bien sûr, à l'effort communautaire. C'est la même année qu'un quai fédéral accueillait des bateaux à vapeur qui provenaient de Roberval, et ça 2 à 3 fois par semaine. C'était à ce moment-là le seul lien avec les villes avoisinantes, mis à part quelques chemins terrestres peu ou pas praticables. Le village doit se développer en huis clos pour parvenir à nourrir et à faire travailler les siens. On se met rapidement à l'ouvrage pour offrir des services. Les moulins à scie et à farine opèrent dès les premières années. On ouvre aussi une beurrerie au sous-sol du moulin à farine, et ça dès 1893. L'ajout d'une fromagerie en 1905 a suscité aussi beaucoup d'enthousiasme chez les habitants du village. Pour favoriser la production, on acquiert les premières vaches laitières Ayrshire. En 1908, la beurrerie-fromagerie est transférée au village des Pères et elle opère environ
8 mois par année. Très tôt, on cultivait le blé à Mistassini et un meunier le transformait en farine au moulin. À la fin de chaque hiver, les provisions étaient presque épuisées, on peut l'imaginer, et on attendait avec impatience le dégel de la rivière pour remettre la meunerie en fonction. Le beau temps annonçait souvent le retour d'une certaine aisance, comme de soi. Et au printemps, le printemps aussi marquait la reprise des travaux agricoles. Le régime des pères est constitué de peu de viande. On cultive à l'époque de grands potagers, mais il fallait aussi se méfier de la gelée, et ça en toute saison. Les Trappistes possédaient, entre autres, une grande propriété de champs fertiles appelée la ferme Saint-Joseph, qui était établie près de la rivière Aura. Les moines étaient des travailleurs acharnés qui avaient le cœur à l'ouvrage. Pour eux, le travail dans les champs concordait avec la solitude monastique. Finalement, en plus de la laiterie, beurrerie, fromagerie, du poulailler, des jardins, des moulins, d'une bergerie, d'une porcherie et d'un élevage de vaches laitières, on produit en plus du miel. Et ça, pendant 37 ans, jusqu'en 1951, on élève même des renards et des visons qui étaient chèrement revendus à partir de 1906. On fonde aussi la confiserie qu'on appelle Bonbons Saguenay, où on vend une variété de bonbons, chocolat, menthe, crème. C'est aujourd'hui la célèbre chocolaterie des Pères Trappistes, évidemment. Le village des Pères, par contre, a été progressivement démantelé jusqu'en 1940. On comptait alors 600 arpents en culture, 500 en forêt, 200 en pâturage. Imaginez, environ 3000 arpents de savane, ça faisait environ 4300 arpents au total. C'est en 1989 que le troupeau de vaches a été vendu et à ce moment-là, on a acquis un nouveau monastère. On a construit un nouveau monastère du côté de Saint-Eugène d'Argentonnet qui existe évidemment toujours. L'autosuffisance, dans l'exemple historique du village des Pères, répondait aux besoins de base des colons et a surtout permis aux Pères de développer des spécialités comme celle du chocolat pour lequel ils sont reconnus aujourd'hui. Alors François, ça fait un peu le tour des débuts de l'agriculture. On pourra poursuivre ultérieurement avec d'autres capsules. Merci beaucoup. On comprend encore que dans un contexte historique, on a beaucoup à apprendre encore aujourd'hui de ce qui s'est déjà fait. Absolument, absolument. C'est sûr que le passé, on l'oublie malheureusement trop vite, mais quand on en parle, évidemment, c'est toujours d'actualité. Merci beaucoup, Gilles. À bientôt. À bientôt, François. Fabien expérimente la culture de pommes de terre bio. Mais qui dit bio, dit désherbage manuel. C'est toute la famille qui met l'épaule à la roue. Il nous renseigne aussi sur une culture peu connue, celle du chanvre. Je sais qu'il a commencé à s'en faire. Là. Il y a à peu près un pouce de diamètre. Fait que c'est déjà... Ah, quand même. C'est Je pense encourageant. qu'on va en avoir assez pour manger cet automne, sûrement. Vous allez pouvoir passer l'hiver. Probablement. On devrait en avoir assez pour le réussite. Mais combien c'est en bête? Hein? Je sais pas. sûr, J'ai hein? vraiment hâte de voir. Puis j'ai fait des tests, là, bon, fumier l'automne, fumier le printemps, bon, ajout d'un actisol plus tard en saison. Un actisol. Actisol, c'est un fumier déshydraté, dans le fond, OK. le fumier de poulet déshydraté. Toujours dans le fumier de poulet. Hein? Ouais, toujours dans le fumier de poulet. Puis, tu sais, ce côté ici, c'est un retour de chanvre. OK. On n'a pas de mauvaise herbe, pas de chien dent, à part le canot-là. Le canot-là qui veut vivre. Qui est revenu 6 ans après. Là, peut-être en travaillant un petit peu plus creux, un petit peu plus profond, par rapport qu'il faut y aller un petit peu plus profond pour être capable de buter, là, de faire les reins avec la machine quand on sème. Fait qu'on pense qu'on a peut-être remonté des graines un peu, parce que l'année passée, on n'avait pas dans le champ. Ah, t'avais même pas de canot-là l'année passée? Ben, je l'ai pas vu. Ah, tabarouette. Puis, gars, cette année, il y en a un petit peu dans le chanvre, là, puis... OK. Où ce qui est vraiment intense, ça l'étouffe, puis il meurt, puis il reste là, mais où ce que c'est un petit peu plus clair, là, on en voit un petit peu. Comme là, on le fait comme ça, bon, en famille, ou les gars, les employés, là, on vient en faire, 1 heure le matin, là, ou 2 heures, pour pas se tanner non plus, puis on n'a pas juste ça à faire, parce que c'est pas... On s'entend, c'est pas ma principale production. Fait que, tu sais, puis en même temps, ben, je suis capable, je prends des notes, puis je vais être capable de faire un portrait réaliste
de la pomme de terre bio, de qu'est-ce que ça implique. OK. Comme thé homme pour thé homme-femme. Ouais. Pour à l'eau, par exemple, ou à l'hectare. Fait que c'est plus c'est vraiment un test pour l'avenir. C'est vraiment un test, tu sais, c'est des parcelles. Mais c'est vraiment dans le but de peut-être en faire plus. Ben oui, puis c'est dans le but. Ben, puis moi, j'aime bien, c'est la première année que je fais un peu du maraîcher comme ça, puis sarclé, puis tout ça, puis ben, j'aime vraiment ça. Tu sais. Fait que, chose que je connaissais pas, parce que je suis habitué en grande culture. Regarde, Léopold ici. Hein. Ah ouais, je t'ai laissé. Oh, Léopold, as-tu enlevé les deux dans l'autre rang côté-là? Gare. Gare vient traverser ici. Gare, passe là. Le chanvre est principalement, utilisé pour la graine. Il y a deux principaux acheteurs là-dedans, un au Québec puis un au Manitoba, OK. qui achètent la graine pour faire soit du... ils font soit du chanvre décortiqué qui enlève l'écaille, puis c'est cru, dans le fond. OK. Ça l'a vraiment, vous avez la chance de goûter, là. Il y en a dans différentes épiceries, sinon au Costco, il y en a un peu partout. Ça a comme un goût de noisette, c'est vraiment bon. Là. On met ça beaucoup dans les salades, des trucs comme ça. Un peu comme les graines de lin. Le monde est peut-être plus familier avec les graines de lin. Genre, c'est la même chose. Genre, c'est ça. C'est OK. une amande bien blanche, un peu comme une noisette. Mais beaucoup plus petit. Là. Plus petit, OK. beaucoup plus petit. Puis ça a des bonnes propriétés, d'oméga et d'oméga 3, 6 et tout ça. Puis c'est ça, il y a quand même une bonne demande là-dedans. Là. À toutes les années, il y a une augmentation là, de la demande. Fait cette année, on en a fait un petit peu plus. Ça fait plusieurs années que tu en fais. Là. Oui, ça doit être la 4e année que j'en fais. C'est une étude aussi, ça, à part. Ben oui, quand même, là. Je veux dire, c'est comme n'importe quelle nouvelle production, là. Faut se faire la main à ça un peu, là. C'est une plante qui est bien... Moi, j'aime bien cette plante-là, là, mais... On achète des graines de lin chez Costco, ça peut être des graines de lin qui arrivent d'ici. Oui, il y a des OK. bonnes... C'est sûrement qu'il y a des bonnes chances, là, parce qu'on n'est pas... je me rappelle pas par cœur le nombre de producteurs au Québec qui fait du chanvre industriel là, pour le grain, mais il n'y en a pas beaucoup. Là. On est une poignée. Il y a déjà eu plus, mais pour différentes raisons, les tests, là, ça n'a pas bien été. Fait qu'il y en a plusieurs qui ont abandonné ça. Puis, c'est haut. Oui. Ça va être encore un petit peu... Là, on est au milieu juillet. Ouais. Fait que ça va prendre encore un peu de hauteur. Oui, ce qu'on a semé est plutôt en saison avant la sécheresse, là, c'est quand même... ça ressemble pas mal à ça, là. Ce qu'on a semé plus tard un peu, c'est plus OK. à taille, fait que ça va être... tu sais, mais on voudrait pas plus haut que ça, là, tu sais, parce qu'avec les équipements, les batteuses... OK, c'est pas avantageux. ouais, on veut pas trop rentrer de fibres, parce que c'est quand même... Ouais. C'est solide, là. C'est une fibre qui est résistante, puis qui a tendance à s'entortiller alentour de tout ce qui tourne après une batteuse, là, dans le fond. Il n'y a rien qui tourne d'abord après une batteuse. Ouais. Fait que ça nous cause des problèmes. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop le battre tard, le battre assez tôt. Fait que le stress, il n'est pas aujourd'hui. Là. Non. Ça va, là. Ça Non, pousse, il n'y a pas de c'est problème. C'est ça. Les radates, ça va bien. OK. Puis on verra. La récolte. Mais c'est ça, tu sais, c'est de gérer une agriculture, L'agriculture, c'est gérer des risques. C'est la nature, c'est ça. Gérer des risques, on a plus ou moins contrôle. Ouais, bien, il y en a qu'on a du contrôle, c'est de gérer ceux-là. Les autres, bien, tu sais, la température, bon, s'il y a une grêle, s'il y a
c'est pas généralisé, mais c'est pour ça qu'en faisant différents types de cultures, en tout cas, on s'assure d'un revenu moyen, là, je dirais. C'est une des raisons pourquoi tu diversifies autant, c'est un peu ça. Oui, pour, puis on... pas mettre tes œufs dans le même panier. Ben, c'est un peu ça, puis après ça, tu sais, les dates de récolte différentes. On sème plus tôt, comme le chanvre, on l'a fait on l'a semé sur 3 semaines cette année pour étirer un peu la saison de récolte. Parce que, tu sais, quand c'est prêt, puis le chanvre, il est très facilement capable de germer après le plant direct dans le champ, seulement avec que tu l'aies récolté. Là. Du moment qu'il est prêt, il faut que tu le récoltes. Fait que si tu arrives avec le 3/4 de ta superficie qui est prête à battre dans une semaine, s'il fait beau, ben, c'est correct. Mais s'il annonce de la pluie, que tu as 2 semaines de pluie, là, les rendements baissent. Non, ben le grain, du moment qu'il y a du grain germé, c'est fini. Ah, c'est tabarouette? T'envoies ça à terre. Oh, OK. C'est terminé. Il n'y a rien à faire. C'est du grain germé, ça n'a pas de valeur. OK. Puis on ne peut pas le nourrir aux animaux à cause de différentes lois qui vont sûrement changer. Ça brasse. Ça discute beaucoup, là. Oui, c'est ça. Ça va sûrement être modifié dans les prochaines années, mais fait qu'il n'y a comme pas de deuxième avenue autre que bon, il s'en va un peu pour faire des blocs là, pour les oiseaux. OK. Mais je veux dire, tu nourriras pas ta famille avec ça. Tu vas nourrir les oiseaux.